Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une affaire d'une horreur indicible. Une affaire qui expose les ténèbres que peuvent dissimuler les apparences les plus vertueuses. Avant de commencer, si vous souhaitez soutenir cette chaîne et ce travail d'investigation, n'oubliez pas de vous abonner et de rester actif. Votre soutien est précieux. Entrons dans le vif du sujet. On dit souvent que la célébrité, le pouvoir et la richesse démesurée ont le pouvoir de corrompre même les âmes les plus nobles, les plus altruistes, les plus pieuses. Qu'un homme ou une femme, sitôt propulsé sous les feux de la rampe ou élevé à un poste prestigieux, peut devenir méconnaissable. L'avidité, l'orgueil, le besoin de contrôle, finissent par altérer les intentions les plus pures. Et dans certains cas, ces changements peuvent mener à des conséquences tragiques, irréversibles. L'histoire de la Brésilienne Flor de Lis dos Santos de Souza avait tout d'un conte de fées des temps modernes. Née dans une famille modeste et élevée dans les favelas parmi les plus dangereuses de Rio de Janeiro, elle a gravi les échelons de la société jusqu'à devenir une figure publique respectée. Pasteur influente, figure charismatique, elle s'est imposée dans le monde religieux, s'est frayé un chemin dans les milieux politiques et a même accédé à la reconnaissance médiatique à l'échelle internationale. Elle était adulée, célébrée, surnommée par certains la mère de la nation. Une femme qui, aux yeux du public, incarnait l'espoir, la résilience, le triomphe sur l'adversité. Mais cet édifice soigneusement construit s'est effondré brutalement. En un instant, cette image angélique s'est fissurée, révélant une autre réalité, une vérité choquante, bien éloignée du récit édifiant qu'elle avait offert au monde. Derrière son sourire bienveillant et ses discours spirituels, les enquêteurs ont mis au jour un univers trouble, entremêlé de manipulations financières, de relations personnelles instables, de violences préméditées et d'un entourage composé de jeunes gardes du corps prêts à tout pour satisfaire les moindres exigences de celles qu'ils appelaient mères. Flor de Lis dos Santos de Souza est née le 5 février 1961 dans les favelas de Jacarezinho, situées dans la zone nord de Rio de Janeiro. Elle était la benjamine d'une fratrie de 2 enfants. Ses parents, Carmosina Ma et Francisco dos Santos, étaient des gens simples. Son père, un homme à l'âme artistique, jouait de plusieurs instruments et peignait. Mais malgré sa créativité, il peinait à faire vivre sa famille. Son art ne suffisait pas à remplir les assiettes. Sa mère, de son côté, tenait une petite garderie à domicile où elle s'occupait des enfants du voisinage. Ce n'était pas un métier officiel, mais un acte de solidarité envers les familles qui n'avaient pas les moyens de payer une structure éducative. Flor de Lis a grandi aux côtés de son frère aîné dans un environnement marqué par l'insécurité, le dénuement et l'instabilité. Leur maison était construite sur un terrain instable, aux matériaux rudimentaires, exposés aux intempéries. Le quartier où ils vivaient était l'un des plus délaissés de la ville. La favela s'étendait sur environ 40 hectares et accueillait plus de 65 000 habitants entassés dans un labyrinthe de ruelles étroites et sinueuses. Au fil des années, et en particulier au cours du XXe siècle, cette favela était devenue la plus vaste de Rio. Le quotidien des habitants était dominé par la précarité. L'absence de services publics élémentaires, l'ombre permanente de la violence, la prolifération des armes illégales et le trafic de substances interdites faisaient partie de la vie ordinaire. Dans ce chaos, la famille dos Santos tentait de survivre. Leur modeste maison ne disposait ni d'eau courante fiable, ni d'un système d'assainissement digne de ce nom. Pour beaucoup, la plomberie intérieure relevait du mythe. Cette absence d'hygiène élémentaire favorisa la propagation de maladies infectieuses, causant de multiples problèmes de santé au sein de la communauté. Les années 1970 furent particulièrement sombres. Le chômage atteignit des sommets, et avec lui, la criminalité explosa. Des familles entières étaient plongées dans la misère. Pourtant, malgré la dureté des conditions de vie, les habitants du quartier faisaient preuve d'une solidarité remarquable. Il existait une forme de fraternité, un esprit collectif, un soutien mutuel qui permettait à chacun de tenir. Ensemble, ils organisaient des pétitions, s'adressaient aux autorités pour réclamer l'ouverture d'écoles, de centres de santé, de structures de soutien. Ces initiatives portèrent parfois leurs fruits. Quelques bâtiments furent construits, de nouveaux équipements virent le jour, mais cet espoir fut de courte durée. Rapidement, ces infrastructures tombèrent en ruine, abandonnées, faute de financement, de gestion, de volonté politique. Ces infrastructures fraîchement installées ne résistèrent pas longtemps. Elles furent rapidement abandonnées, rongées par la montée fulgurante de la criminalité, par l'infiltration grandissante du trafic de substances illicites et par l'absence chronique de financement. C'était dans ce climat chaotique, instable, presque anarchique, que Flor de Lis entrait dans l'adolescence. Une époque charnière, où elle épaulait sa mère dans la garde des enfants du quartier, tout en étant confrontée à un quotidien de plus en plus dangereux. Dans ce contexte d'abandon, de peur et de désespoir latent, de nouvelles figures firent leur apparition dans les ruelles de Jacarezinho, des missionnaires, des prédicateurs de rue, des pasteurs itinérants. Ils parlaient d'espoir, de salut, d'un amour divin capable de transformer les vies,
même les plus abîmés. Et cette parole trouva un écho puissant auprès des habitants. Pour beaucoup, la foi devint un refuge, une planche de salut dans un océan de détresse. Parmi ces courants religieux, le pentecôtisme se distingua par son dynamisme et son intensité émotionnelle. Issu du mouvement évangélique chrétien, il mettait l'accent sur l'expérience personnelle avec Dieu, en particulier à travers le baptême de l'Esprit. Les pasteurs pentecôtistes, avec leur verve enflammée et leur charisme électrisant, commencèrent à rassembler des foules entières. Leurs paroles portaient. Elles touchaient au cœur. Les parents de Fleur de Lys ne restèrent pas indifférents à ce souffle nouveau. Ils furent rapidement conquis. Francisco, son père, adopta cette nouvelle foi avec ferveur. Convaincu d'avoir reçu un don spirituel après son baptême, il transforma leur modeste maison en lieu de prière. Des réunions s'y tenaient régulièrement, attirant toujours plus de fidèles. Pour lui, c'était une mission divine, une vocation révélée. Fleur de Lys, encore très jeune, se montra particulièrement réceptive à ses enseignements. Ce n'était pas une simple croyance, mais une certitude intime, viscérale. Elle voyait en la foi un instrument capable de guérir les plaies invisibles, d'exaucer les vœux les plus profonds, de métamorphoser les existences. Elle s'impliqua pleinement dans les activités religieuses de la communauté, participant au culte, chantant avec ferveur au sein de la congrégation, dansant lors des célébrations. Très vite, sa voix se fit remarquer. Son timbre puissant et chargé d'émotion lui valut d'être choisie pour interpréter des solos lors des offices. Suivant l'exemple de son père, Fleur de Lys commença, à son tour, à diriger des réunions de prière. Adolescente, elle avait déjà cette capacité étonnante à captiver, à galvaniser, à toucher les cœurs. Les gens affluaient pour l'écouter. Elle transmettait quelque chose de plus qu'un simple message religieux, une conviction brûlante, une foi communicative. Elle était persuadée que chaque âme qu'elle convertissait était sauvée, qu'elle participait à une mission d'envergure divine. Cette certitude devint le moteur de son engagement. Toujours scolarisée, Fleur de Lys se percevait déjà comme une élue, une messagère investie d'un destin exceptionnel. Ce sentiment de mission sacrée, cultivé dès ses jeunes années, allait façonner toute sa trajectoire. Elle devint rapidement une figure d'autorité spirituelle dans son entourage, une conseillère, une prédicatrice en devenir. Son gabarit frêle et son apparente vulnérabilité ne l'empêchèrent pas de se rendre dans les recoins les plus hostiles, les plus violents des favelas. Là où peu osaient s'aventurer, elle allait, seule, pour parler de rédemption, de pardon, de foi. Elle s'adressait à des individus brisés, parfois dangereux, et pourtant, par la seule force de ses mots, elle les faisait s'arrêter, écouter, réfléchir. Une prouesse rare. Son charisme naturel, sa sincérité, sa passion inébranlable étaient ses armes les plus redoutables. Mais à peine âgée de 14 ans, Fleur de Lys fut frappée par une tragédie bouleversante. En 1975, son père bien-aimé Francisco et son frère aîné perdirent la vie dans un accident de voiture. En un instant, sa famille fut déchirée. Elle se retrouva seule avec sa mère, Carmosina, confrontée à un vide immense et à une douleur incommensurable. Pourtant, malgré la perte, malgré le deuil, elle ne vacilla pas. Elle interpréta cette épreuve comme un test envoyé d'en haut, une manière pour Dieu de raffermir sa foi, de la préparer à une mission encore plus grande. Peu après ce drame, elle persuada sa mère de louer un petit local. Un espace modeste, mais suffisant pour accueillir davantage de fidèles. Elle était convaincue que ce lieu deviendrait un centre spirituel, un point d'ancrage pour les âmes perdues. Et elle avait raison. Dès les premières réunions, les participants se multiplièrent. À un âge où d'autres cherchent encore leur voie, Fleur de Lys montrait déjà les signes d'un leadership redoutable, porté par une volonté de faire et une foi inébranlable. Un havre de paix au cœur du chaos urbain, destiné à accueillir des adolescents et des jeunes adultes à la dérive. Mais bien avant cette initiative, son ascension spirituelle s'était déjà affirmée avec force. Fleur de Lys, dotée d'un charisme saisissant et d'une aisance oratoire hors du commun, s'imposa comme une véritable meneuse. Ses sermons, empreints d'émotion et de force, galvanisaient les foules. Les fidèles, de plus en plus nombreux, voyaient en elle une source d'inspiration et de lumière dans un monde obscurci par la violence et le désespoir. À l'âge de 20 ans, Fleur de Lys contracta son premier mariage officiel. Les informations sur son époux sont rares, presque effacées des archives publiques. On sait toutefois qu'il partageait sa foi intense et assistait régulièrement à ses prédications. C'est dans ce contexte spirituel qu'ils se rencontrèrent et nouèrent une union fondée sur des valeurs communes. Ensemble, ils eurent 3 fils. Aux yeux de tous, ils formaient une famille soudée, unie autour de leurs croyances, traversant les épreuves du quotidien dans la favela avec détermination et foi. Mais la vie, une fois de plus, allait mettre Fleur de Lys à l'épreuve. Avant ses 30 ans, elle perdit son mari, devenant veuve prématurément. Elle se retrouva seule pour élever 3 jeunes garçons. Sa mère, Carmosina, fut alors d'un soutien inestimable.
Ensemble, elles continuèrent de faire fonctionner la garderie qu'elle gérait, tout en poursuivant les rencontres religieuses durant les week-ends. Fleur de Lys n'abandonna jamais sa mission. Elle prêchait, chantait, guidait. L'appel intérieur qu'elle ressentait depuis l'enfance, cette conviction d'avoir un destin hors du commun, ne fit que se renforcer. Au fil du temps, sa relation avec sa communauté se transforma. Elle ne se contentait plus d'évoquer les Écritures. Elle affirmait recevoir des visions, des songes prophétiques. Elle racontait que Dieu lui parlait pendant ses rêves, lui transmettant des messages, des directives, des révélations sur l'avenir et sur la voie à suivre. Elle se présentait désormais comme une élue, une messagère investie de pouvoirs spirituels particuliers. Elle ne se contentait plus de prêcher la foi, elle incarnait la foi. Dans une Rio de Janeiro de plus en plus ravagée par la criminalité, par la prolifération de substances interdites et par l'insécurité chronique, Fleur de Lys ressentit le besoin pressant d'agir. Elle forma alors un groupe de fidèles dévoués et entreprit de se rendre dans les zones les plus périlleuses de la ville. Là, au cœur même des ténèbres, elle se dressait, seule ou presque, face aux jeunes criminels, face aux consommateurs perdus, face aux armes et au désespoir. Avec ferveur, elle parlait de rédemption, de salut, de renaissance. Elle invitait les égarés à se libérer du poids du péché par le baptême, à retrouver une vie digne et droite à travers la foi. Elle portait une attention toute particulière aux adolescents, aux jeunes adultes. Pour elle, cette tranche d'âge représentait une frontière fragile entre l'innocence et la perdition. Elle croyait sincèrement qu'il était encore temps de les guider, de les sauver. Elle les abordait avec douceur, mais sans jamais faiblir dans ses convictions. Elle savait trouver les mots justes, éveiller les consciences, toucher les cœurs. Et cela fonctionnait. Nombre d'entre eux changeaient de trajectoire après l'avoir rencontré. Ces histoires, elle les partageait régulièrement avec sa congrégation. Elles étaient autant de preuves de l'efficacité de sa mission, de la véracité de son don. Parmi les récits les plus marquants, elle évoquait une rencontre avec un gang de rue qui, un jour, l'avait encerclée. L'atmosphère était tendue, la menace palpable. Mais Fleur de Lys, calme et impassible, déclara que la suite des événements appartenait à Dieu. Impressionnés par son aplomb, sa sérénité presque surnaturelle, les jeunes la laissèrent partir sans lui faire le moindre mal. Cet épisode devint légendaire. Il renforça l'aura mystique qui l'entourait. À mesure que son influence grandissait, Fleur de Lys ne fut plus perçue comme une simple prédicatrice. Pour beaucoup, elle était devenue une prophétesse. On murmurait qu'elle avait été envoyée par Dieu lui-même pour sauver les âmes perdues de Rio, pour apporter l'espoir aux plus désespérés, pour être le flambeau dans l'obscurité. L'admiration qu'on lui vouait la nourrissait. Elle ne contredisait jamais ses rumeurs, bien au contraire. Elle semblait s'en nourrir, s'en imprégner. Au début des années 1990, elle franchit une nouvelle étape. Elle mit en place un refuge destiné aux adolescents et aux jeunes adultes. Un lieu de répit, de guérison, d'apprentissage. Un sanctuaire pour ceux que la société avait oubliés. Un espace où elle pouvait à la fois enseigner, protéger, et poursuivre son œuvre avec encore plus d'ampleur. Ce refuge allait bientôt devenir le centre d'une attention nationale. Elle et Anderson formaient un duo inséparable, unis par la foi, l'ambition, et une vision commune. Leur relation allait marquer un tournant décisif dans l'histoire de Fleur de Lys dos Santos. Dans les années 1990, la maison de Fleur de Lys était bien plus qu'un simple foyer. C'était un refuge pour les âmes perdues, une arche pour les adolescents sans repère, un sanctuaire où quiconque dans le besoin pouvait trouver un lit, un repas chaud et un semblant de sécurité. Elle ouvrait ses bras à ceux qui n'avaient nulle part où aller, à ceux que la rue avait brisés, à ceux qui fuyaient les cris, les coups ou l'indifférence des leurs. Elle les accueillait sans juger, sans questionner leur passé. À première vue, ses actions semblaient empreintes d'un altruisme rare. Son statut au sein de la communauté grandissait. Elle était perçue comme une sainte vivante. Mais à mesure que le temps passait, certaines zones d'ombre commencèrent à émerger. Il s'avéra que nombre de ces jeunes n'étaient pas sans foyer, ni sans famille. Plusieurs avaient quitté le domicile parental après des conflits, des tensions, ou tout simplement en quête d'indépendance. Pourtant, Fleur de Lys ne leur fermait jamais la porte. Elle n'exigeait aucun document, aucune justification. Elle ne procédait à aucune adoption légale. Elle les laissait simplement vivre chez elle, pour une nuit, un mois, ou des années entières. Il n'y avait ni règlement strict, ni surveillance, ni contrôle rigoureux. Chacun était libre d'entrer ou de sortir à sa guise. Le système qu'elle avait mis en place était aussi généreux qu'informel. Cette permissivité attira rapidement l'attention des jeunes des favelas. Le bouche à oreille fit son œuvre. Pour beaucoup, vivre chez Fleur de Lys, c'était comme décrocher un billet d'or. Un endroit où l'on mangeait à sa faim, où l'on pouvait dormir en paix, et où personne ne posait de questions. Les arrivées se multiplièrent, ce qui provoqua de vives tensions avec des familles, dont les enfants avaient quitté le foyer pour rejoindre celle qu'ils appelaient désormais mère spirituelle.
Pourtant, malgré les murmures et les critiques, Fleur-de-Lys continua de briller aux yeux de ses fidèles. Ce qui comptait, disait-elle, c'était le bien-être de ces jeunes, leur sécurité émotionnelle, leur foi retrouvée. Elle leur offrait un cadre, une stabilité affective, et un espoir de rédemption. Nombreux furent ceux qui acceptèrent le baptême sous sa tutelle et embrassèrent la foi avec ferveur. Sa maison, toujours plus remplie, accueillait désormais des jeunes de tous horizons. Certains venaient du quartier voisin, d'autres des recoins les plus reculés de Rio. Et aucun ne se plaignait. Le lieu, bien que modeste et exigu, respirait l'énergie d'une nouvelle vie. En 1992, un jeune homme âgé de 15 ans, prénommé Anderson do Carmo, frappa à la porte de Fleur-de-Lys. Il venait d'un milieu difficile, marqué par les blessures de l'abandon et les séquelles de l'instabilité. Il trouva en elle une figure maternelle, un repère, un refuge. Très vite, selon les témoignages de ceux qui vivaient avec eux, Anderson devint l'un de ses préférés. Fleur-de-Lys lui portait une attention particulière. Elle lui parlait avec douceur, le protégeait, l'encourageait. Il était grand, athlétique, et son apparence marquait les esprits. Beaucoup pensaient alors qu'il entretenait une relation amoureuse avec Simone, la fille aînée de Fleur-de-Lys. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, riaient, partageaient des regards complices. Leur proximité faisait penser à un jeune couple épris. Mais ce qui se produisit par la suite déstabilisa tout le monde. Le scénario que tous imaginaient fut brutalement renversé. Fleur-de-Lys ne voyait pas en Anderson un futur gendre, mais bien davantage. Dès qu'il atteignit l'âge de 18 ans, elle rendit leur relation publique. Moins d'un an plus tard, ils officialisèrent leur union. Elle avait 16 ans de plus que lui. Ce décalage d'âge, ajouté à leur passé ambigu, suscita interrogations, jugements et soupçons. Beaucoup murmurèrent que leur relation avait commencé bien avant qu'Anderson ne soit majeur. Ni l'un ni l'autre ne confirma ces rumeurs, mais aucun ne les nia non plus. Malgré les critiques, les doutes, les regards accusateurs, ils affichèrent un couple soudé, déterminé, fusionnel. Anderson semblait entièrement dévoué à Fleur-de-Lys. Il l'épaulait dans ses projets, la suivait dans ses engagements, la soutenait dans ses discours. Ensemble, ils formaient un front uni, une force qui transcendait les conventions. Leur histoire, aussi controversée soit-elle, ne fit qu'ajouter à la légende de Fleur-de-Lys dos Santos. Aux yeux de certains, elle restait une prophétesse hors du commun. Pour d'autres, elle devenait une énigme troublante. Émotion. Les caméras filmaient une femme déterminée, la voix tremblante mais assurée, clamant haut et fort qu'elle n'était coupable de rien d'autre que d'avoir tendu la main à ceux que la société avait abandonnés. Peu après leur officialisation en tant que couple, Fleur-de-Lys et Anderson fondèrent leur première église. C'était l'accomplissement d'un rêve, le prolongement naturel de leur engagement spirituel. Ensemble, ils prêchaient, organisaient des cultes et continuaient à gérer le foyer qu'elle avait ouvert des années plus tôt. Bien qu'ils ne partagent pas d'enfants biologiques, ils s'investirent corps et âme dans l'accueil et l'encadrement des jeunes qu'ils considéraient comme leur propre famille. Un an à peine après leur union, un événement allait bouleverser une nouvelle fois leur vie. Une femme se présenta lors d'un des sermons de Fleur-de-Lys. Les larmes aux yeux, la voix brisée par l'émotion, elle demanda à faire une confession. Elle venait tout juste de donner naissance à un enfant, mais, ne disposant d'aucune ressource pour l'élever, elle avait laissé le nourrisson dans une ruelle de la favela. Elle supplia Fleur-de-Lys de l'aider. Celle-ci n'hésita pas. Elle accompagna la femme jusqu'à l'endroit indiqué, en effet, y trouva le bébé, seul, fragile, abandonné. Elle le prit dans ses bras, le ramena chez elle, et entreprit plus tard de l'adopter légalement. Peu de temps après, cette même femme revint, cette fois accompagnée d'autres mères. Elle racontait toutes des histoires similaires. Certaines avaient fui les violences, d'autres avaient perdu leur mari, d'autres encore étaient menacées par les répressions violentes des forces de l'ordre local. Avec elles, plusieurs enfants en bas âge, apeurés, silencieux. Malgré l'exiguïté de leur foyer, Fleur-de-Lys et Anderson les accueillirent tous. Aucun ne fut rejeté. La maison débordait, mais jamais leur compassion. La nouvelle de cette générosité inouïe se répandit comme une traînée de poudre à travers toute la ville. Bientôt, les médias s'y intéressèrent. Une prédicatrice au grand cœur, un foyer débordant d'enfants sauvés de la misère. Les caméras accoururent. Les interviews s'enchaînèrent. Fleur-de-Lys devint une icône. Des philanthropes, touchés par son histoire, commencèrent à offrir leur soutien. Dons financiers, vêtements, nourriture, l'aide affluait. Fleur-de-Lys et son histoire touchèrent des milliers de cœurs, bien au-delà des frontières du Brésil. Sa renommée devint internationale. On parlait d'elle à la télévision, dans les journaux, à la radio. Une femme d'exception, un modèle d'altruisme. Mais avec la célébrité vint aussi la méfiance. Le regard des autorités, jusqu'alors détourné, se concentra soudainement sur elle. Les services sociaux, les représentants de l'État, les organes de surveillance commencèrent à examiner de plus près sa structure, son organisation,
et surtout la légalité de ce qu'elle faisait. Et ce qu'ils découvrirent fit l'effet d'une bombe. Il s'avéra que Flor de Lis dos Santos n'avait aucune autorité légale sur la majorité des adolescents et jeunes adultes vivant chez elle. Il n'existait aucune adoption officielle, aucune tutelle enregistrée. Pire encore, ses moyens financiers ne suffisaient pas à subvenir aux besoins d'autant d'individus. Le fonctionnement du foyer reposait entièrement sur un système informel, sans contrôle, sans surveillance. Les jeunes allaient et venaient librement, sans obligation, sans cadre réglementé. La révélation de ces faits déclencha un scandale national. Les autorités ouvrirent une enquête criminelle. Flor de Lis fut accusée de dissimulation de mineurs, et certaines allégations parlèrent même de rétention illégale. Plusieurs familles, dont les enfants vivaient ou avaient vécu chez elle, exigèrent des comptes. Certaines portèrent plainte, réclamant que justice soit faite. Face à la tempête, Flor de Lis ne fléchit pas. Elle rassembla les jeunes qui vivaient encore sous son toit et quitta discrètement les lieux. Elle s'installa dans une autre favela, loin des projecteurs. Mais la machine judiciaire était déjà en marche. Sa fuite ne fit qu'attiser les soupçons. Consciente que le silence ne ferait qu'alimenter les rumeurs, elle annonça la tenue d'une conférence de presse. Elle voulait s'exprimer publiquement, offrir sa version des faits, défendre son honneur. La presse se précipita. Les places étaient rares. Tous voulaient entendre ce que cette femme, adulée hier, soupçonnée aujourd'hui, avait à dire. Devant les caméras, Flor de Lis afficha un mélange de dignité et de combativité. Elle affirma qu'elle n'avait rien à se reprocher, qu'elle n'avait fait qu'agir par amour et humanité. Elle déclara ne pas craindre un procès. Mieux encore, elle annonça son intention de contacter les Nations Unies pour obtenir un soutien international. Son discours enflammé, porté par une émotion sincère ou habilement orchestrée, nul ne pouvait trancher et relança la fascination qu'elle exerçait sur l'opinion publique. Elle devenait, une fois encore, le centre d'un débat brûlant mêlant foi, justice et pouvoir. Dossier, signait des accords, et représentait l'Église auprès des institutions. Peu à peu, l'image publique de Flor de Lis fut éclipsée par la montée en puissance d'Anderson do Carmo. Ce qui avait commencé comme un partenariat spirituel et affectif devint, au fil des années, une rivalité silencieuse, insidieuse, dissimulée derrière les sourires affichés. Mais avant cette fracture invisible, Flor de Lis avait connu une renaissance spectaculaire. Après le scandale qui avait menacé de détruire tout ce qu'elle avait construit, elle parvint, contre toute attente, à reconquérir l'opinion publique. Son discours vibrant, ses appels à la compassion et à la justice touchèrent à nouveau les cœurs. De nombreuses voix s'élevèrent pour la défendre. Des centaines de personnes la soutinrent publiquement. Très vite, elle retrouva son statut d'icône nationale. Les autorités lui accordèrent finalement la garde légale de nombreux jeunes vivant sous son toit. Son action fut désormais encadrée, reconnue et institutionnalisée. Et grâce à l'intervention de mécènes influents, elle put acquérir une vaste demeure entièrement équipée. Cette nouvelle maison, spacieuse et moderne, pouvait accueillir plus de 50 adolescents dans des conditions bien supérieures à celles du passé. Un immense garage fut transformé en lieu de culte, un espace dédié à la prière et à la louange. Le sanctuaire domestique devint rapidement un centre religieux en pleine expansion. Avec Anderson, Flor de Lis introduisit le principe de la dîme au sein de sa communauté, 10% des revenus des fidèles, reversés pour soutenir l'Église et ses actions. Ce système, conjugué à l'attention médiatique dont elle faisait l'objet, attira de nombreux donateurs et organismes caritatifs. Les ressources financières affluèrent, lui permettant d'aller encore plus loin. C'est ainsi qu'elle construisit sa première véritable église, sur le site désaffecté d'un ancien dépôt de tramway. L'édifice, majestueux, devint un lieu de rassemblement quotidien pour plus de 5000 personnes. Des foules impressionnantes venaient écouter ses prêches, mais surtout, sa voix. Car au-delà de ses sermons, c'était son chant qui captivait les foules. Une voix puissante, émotionnelle, presque hypnotique. Voyant là une occasion de faire rayonner son message au-delà des murs de l'église, elle lança sa carrière musicale. En 1998, elle sortit son premier album. Le succès fut immédiat. Elle enregistra ensuite 8 albums studio, un album en public, et même un album vidéo. Son talent vocal, associé à son histoire personnelle hors du commun, fascina le public. En 2002, l'une des émissions télévisées les plus populaires du pays lui rendit hommage en direct. Elle y fut célébrée comme une figure exemplaire, une femme au parcours inspirant. On lui décerna le titre honorifique de mère de la nation pour ses efforts en faveur de la jeunesse défavorisée. Cette reconnaissance officielle la propulsa au rang de célébrité nationale. Dans la foulée, un réalisateur brésilien lui proposa de réaliser un documentaire retraçant sa vie, son engagement religieux, son œuvre communautaire. Des acteurs renommés et des figures du petit écran participèrent au projet. Le film fut présenté lors d'un festival international et renforça encore davantage son aura. Au début des années 2000,
Fleur de Lys tenta à plusieurs reprises de se lancer en politique. Elle se présenta d'abord aux élections municipales, puis à la mairie de São Gonçalo. Sans succès. Mais elle persévéra. Et en 2018, elle réalisa une percée majeure. Elle fut élue députée fédérale, représentant l'État de Rio de Janeiro. Cette même année, elle obtint l'immunité parlementaire. Une protection juridique puissante qui allait plus tard jouer un rôle central. Avec Anderson, elle étendit son empire religieux. Ensemble, ils ouvrirent 8 nouvelles antennes de leur église, ainsi qu'un réseau de boutiques vendant des objets à son effigie. Calendrier, t-shirts, recueils de prières, citations inspirantes. Leur entreprise spirituelle devenait aussi une entreprise commerciale florissante. Leurs revenus explosèrent. Leur influence, elle, s'enracina plus profondément dans les sphères religieuses, politiques et médiatiques. Ils quittèrent les quartiers modestes de la périphérie pour s'installer dans l'un des secteurs les plus huppés de Rio de Janeiro. Une demeure luxueuse, des voitures de prestige, un personnel de maison nombreux, une sécurité privée renforcée. Fleur de Lys et Anderson vivaient désormais dans un confort absolu. Leur union, malgré la différence d'âge, était vue par beaucoup comme un exemple de réussite conjugale et spirituelle. Ils étaient inséparables, s'affichaient ensemble à chaque événement public. Anderson était devenu le gestionnaire personnel de Fleur de Lys. Il s'occupait de toutes ses affaires, veillait à la bonne marche des finances, planifiait les campagnes de communication. Mais à mesure que les années passaient, quelque chose changea. Anderson prit de plus en plus d'espace. Il ne se contentait plus de gérer en coulisses, il prêchait à son tour, animait les cultes, répondait aux interviews en son nom. Dans les médias, son visage apparaissait aussi souvent, sinon plus, que celui de Fleur de Lys. Une tension silencieuse, imperceptible au début, s'installait lentement dans les coulisses d'un couple en apparence parfait. Lentement, une image effroyable se dessina. Ce qui avait d'abord semblé être un crime tragique, possiblement politique, prenait une tournure bien plus sinistre et bien plus personnelle. Avec le temps, la dynamique du couple avait profondément changé. Si, au départ, Fleur de Lys et Anderson formaient un duo solidaire, partageant responsabilités et projets, la balance du pouvoir pencha de plus en plus en faveur d'Anderson. Il gérait leurs finances d'une main de fer, contrôlait chaque dépense, chaque transaction. Fleur de Lys ne pouvait même plus utiliser son propre argent sans son approbation. Ce contrôle constant finit par l'irriter, la frustrer. Leur relation, autrefois fusionnelle, s'effritait à vue d'œil. Mais pour Fleur de Lys, figure religieuse, femme politique, mère spirituelle, un divorce aurait été un désastre. Une telle rupture aurait entaché son image, sapé sa légitimité auprès de ses fidèles, et risqué de briser le fragile équilibre de son empire. Alors, au lieu de se séparer, elle tenta une réconciliation. Le 15 juin 2019, elle organisa une soirée romantique. Un dernier espoir, peut-être. Ils dînèrent longuement dans un restaurant, évoquant des souvenirs, partageant un moment de complicité. Puis, tard dans la nuit, ils marchèrent côte à côte le long du front de mer. Une promenade nostalgique, empreinte d'une étrange mélancolie. Ils rentrèrent à l'aube. Selon la version de Fleur de Lys, sur le chemin du retour, 2 hommes en moto commencèrent à les suivre. Anderson tenta de les semer, sans succès. Néanmoins, ils atteignirent leur domicile sans incident. Tandis que Fleur de Lys pénétrait dans la maison, Anderson resta dehors pour garer la voiture dans le garage. Quelques instants plus tard, des coups de feu déchirèrent le silence. Fleur de Lys raconta avoir voulu sortir, mais qu'un de ses fils adoptifs l'en empêcha, lui disant qu'il valait mieux qu'elle ne voie pas ce qui venait de se passer. Anderson avait été abattu. Près de 30 balles tirées, la majorité ayant touché leur cible. Il mourut sur le coup. L'assassinat du mari de la mère de la nation provoqua une onde de choc à travers tout le Brésil. Les médias firent leurs gros titres. L'émotion nationale fut immense. Des rumeurs évoquèrent une tentative de meurtre politique, visant Fleur de Lys elle-même. Elle organisa alors une veillée de prière monumentale, rassemblant des milliers de fidèles venus l'entourer de leur soutien, prier pour l'âme d'Anderson et pleurer cette perte brutale. Mais pendant que les fidèles priaient, la police entamait une enquête rigoureuse. Les premières incohérences ne tardèrent pas à émerger. Les caméras de circulation examinées ne montrèrent aucun signe des motos supposées. Plus troublant encore, le système de vidéosurveillance du domicile révélait une anomalie. Les caméras ne couvraient pas le garage, là où le meurtre s'était produit. Un angle mort, bien pratique. Mais une autre caméra montra quelque chose d'étrange. 20 minutes avant les coups de feu, un taxi s'était arrêté devant la maison. Lucas, l'un des fils adoptifs de Fleur de Lys, en était sorti. Il entra brièvement dans la maison, puis repartit dans une autre voiture qui l'attendait. Intrigués, les enquêteurs se concentrèrent sur lui. Lucas avait un passé judiciaire. Il avait été arrêté par le passé pour possession et distribution de substances interdites. Interrogé sur sa présence ce soir-là,
il admit être venu déposer de l'argent après une transaction. Mais sous la pression, il révéla un élément bien plus inquiétant: une semaine avant le meurtre, il avait secrètement acheté une arme à feu. Une commande passée à la demande de Flavio, un autre fils adoptif de Fleur-de-Lys. Flavio, bien qu'adulte, vivait toujours au domicile familial. Après la mort d'Anderson, il disparut sans laisser de traces. Un mandat d'arrêt fut émis contre lui. Il fut retrouvé 3 jours plus tard. Lors de son interrogatoire, il avoua avoir participé à l'attaque contre Anderson do Carmo. Mais il refusa de donner davantage de détails. Silence obstiné. Dès lors, la police entreprit d'interroger un par un tous les enfants adoptifs de Fleur-de-Lys vivant sous son toit. Ce qui allait émerger de ces entretiens changerait à jamais le regard du Brésil sur celle qu'il avait, un temps, élevée au rang de sainte. Une vérité glaçante commençait à se révéler. Ce que révélèrent les interrogatoires fit l'effet d'un coup de tonnerre. Derrière la façade d'un foyer religieux et aimant, les enquêteurs mirent au jour un système autoritaire, cloisonné, fondé sur la peur, la loyauté aveugle et la manipulation. Il apparut rapidement que Fleur-de-Lys n'était que très peu impliquée dans l'éducation quotidienne de ses enfants adoptifs. En réalité, une hiérarchie stricte s'était installée à l'intérieur de la maison. Les plus jeunes ou les nouveaux arrivants étaient systématiquement placés sous l'autorité des aînés. Et au sommet de cette pyramide inébranlable, trônait Fleur-de-Lys, celle que tous appelaient maman, mais qui se comportait davantage comme une commandante qu'une figure maternelle. Dans ce microcosme, chacun avait un rôle bien défini. Il ne s'agissait pas simplement de vivre ensemble. Ces enfants devenus adultes formaient une sorte de garde rapprochée. Leur mission première, protéger Fleur-de-Lys à tout prix. Elle martelait ce devoir, encore et encore, lors des rassemblements privés. La désobéissance, la contestation, l'insoumission n'étaient pas tolérées. Ceux qui osaient dévier étaient punis. La crainte qu'elle inspirait suffisait à maintenir l'ordre. Les enquêteurs découvrirent que le complot contre Anderson do Carmo n'avait rien d'un acte impulsif. Il avait été minutieusement préparé, pendant près d'1 an. Plus de 10 de ses enfants adoptifs étaient impliqués. Le plan initial reposait sur l'empoisonnement. 6 tentatives échouèrent. Chaque fois, Anderson survécut. Fleur-de-Lys, selon les témoignages, changea alors de stratégie. Elle ne donna peut-être pas d'ordre direct, mais elle manipula son entourage avec précision, usant de son ascendant psychologique pour guider les actes, sans jamais se salir les mains. Lorsque les soupçons se resserrèrent autour d'elle, Fleur-de-Lys adopta une posture de déni absolu. Elle nia toute implication, toute connaissance du plan. Devant les enquêteurs, elle se présenta comme une victime, trahie par ses propres enfants. Elle affirma qu'Anderson lui avait été infidèle et que ses fils, découvrant des messages compromettants sur son téléphone, avaient agi de leur propre initiative. Mais cette version ne tenait pas face aux témoignages concordants et détaillés des membres de son foyer. Ils décrivirent un climat d'oppression, d'obéissance forcée, et d'instructions voilées déguisées en prophétie. Pire encore, l'enquête révéla un fait dérangeant. Fleur-de-Lys aurait entretenu des relations intimes avec plusieurs de ses fils adoptifs devenus majeurs. Une transgression morale qui renforça l'idée d'un pouvoir absolu exercé dans l'ombre. Anderson, son mari légal, était devenu un obstacle à ce contrôle. Un empêcheur. Un problème à éliminer. 6 de ses fils furent arrêtés pour leur implication dans le meurtre. Flavio, celui qui avait appuyé sur la détente, écopa de 33 ans de prison. Lucas, l'intermédiaire qui avait acheté l'arme, fut condamné à 7 ans. D'autres reçurent des peines moindres, en fonction de leur rôle. Quant à Fleur-de-Lys, elle resta intouchable, du moins temporairement. Son immunité parlementaire la protégeait. Mais la réaction de l'opinion publique fut foudroyante. Ceux qui l'avaient autrefois idolâtrée se détournèrent. Son empire religieux se fissura, puis s'effondra. Les églises se vidèrent, les dons cessèrent, les soutiens politiques prirent leur distance. En 2021, sa protection parlementaire lui fut retirée. Enfin, la justice put faire son œuvre. Le procès s'ouvrit sous le regard médusé du pays tout entier. En novembre 2022, le verdict tomba, coupable. Elle avait planifié l'assassinat de son mari. Le tireur avait été son propre fils adoptif. Fleur-de-Lys dos Santos fut condamnée à 50 ans de prison. Une peine qui équivaut à une condamnation à perpétuité. Ainsi s'acheva l'histoire de celle que l'on avait un temps surnommée la mère de la nation. Une figure d'espoir devenue symbole de manipulation, de trahison et de meurtre.